Ouais, ouais, oui, bien sûr, on le fait déjà. On le fait pour nos clients uniquement, donc on n'est pas encore ouvert au service extérieur pour les gens, Mhm. donc on va pas communiquer sur le fait qu'on le fasse. On fera certainement voilà, ça sera un effort global avec où il y aura un branding, un site différent, probablement des landing pages et tout. Il faudra qu'on adapte. Donc on le fait vraiment entre guillemets sous le manteau, même si ça fait déjà beaucoup de temps qu'on le fait. Et ça, c'est vraiment pour la partie paid. Ensuite, sur la partie TikTok, il y a vraiment la partie organique, où en fait, on va pas être que sur du paid. Organique, ça veut dire vraiment alimenter en contenu ta page, enfin ton réseau social, comme du community management sans la partie management. Enfin, en gros, c'est purement production de contenu à destination de tes réseaux sociaux. Et ouais, voilà, je crois qu'il y a C'est un tous peu les ce que éléments. tu fais aujourd'hui, quoi. C'est un petit peu ce que tu fais si on regarde un petit peu la façon dont tu communiques sur tes différents canaux. C'est bon, enfin, tu vas me corriger, hein, j'ai pas non plus vérifié sur le library de Facebook, mais je pense pas que tu fasses de la publicité payante. C'est complètement anorganique la façon dont tu communiques sur les produits de Kuda, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, TikTok et le reste. C'est purement anorganique, quoi. Et ça fonctionne puisque tu partages régulièrement les résultats et ça a une valeur. Si quelqu'un sait apprendre comment faire comme toi, ben, ça a forcément une valeur. Ouais, carrément, c'est que de l'organique, c'est vraiment que ça. Nice. Ok, donc aujourd'hui, on est en train de parler justement de la vision de Kudak. Bon, 5 ans, 10 ans, c'est assez lointain pour toi. Mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu te vois développer longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne encore aujourd'hui? Ouais, c'est toujours quelque chose qui me passionne parce que c'est assez protéiforme, donc tu peux vraiment en faire ce que tu veux de cette boîte-là. Donc, à partir du moment où tu te files le spectre, faire grossir des marques e-commerce, ça peut être énormément de choses, hein. Et donc, actuellement, il se trouve qu'on aide avec la pub payante, on va aider avec l'organique, mais après, ça pourrait très bien devenir des trucs un peu spécifiques, genre typiquement aider dans le personal branding des entrepreneurs qui ont les marques qu'on accompagne. J'en sais rien, peut-être qu'un jour, ce sera utile les NFT pour les marques e-commerce, on s'en sera peut-être dessus. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont ouvertes là-dessus, et c'est toujours un truc qui me passionne, parce que moi, ce qui me passionne, c'est la liberté et le fait de pouvoir développer un truc qui me ressemble, et tant que j'ai ça, bah, je serai heureux, quoi. Ok. Et Kudak, vous avez des bureaux? C'est complètement, c'est full remote ou C'est full remote, ouais. Donc on n'a pas de bureau. vous avez jamais eu de bureau? Non. Ah ouais. C'est chaud quand même. Et comment ça se bosse en fait cette culture d'entreprise? Comment est-ce que tu réussis à chaque fois, surtout en cette période de crise, peut-être post-crise, je sais pas encore quand ça va se terminer. Est-ce que c'est pas complexe justement de toujours réussir à centraliser tout le monde sur cet objectif commun avec la distance? C'est pas quelque chose qui, toi, à titre personnel, par rapport à d'autres entrepreneurs, te manque de pouvoir réunir les gens, je sais pas, peut-être une fois par semaine, quelque part, et de leur rappeler à chaque fois, hey, on va dans telle direction. Et tout ça, tu réussis à le faire comme ça, complètement à distance. Ouais, bah en fait, dans tout ce que tu viens de dire, il y a aucun moment où le physique est nécessaire pour faire toutes ces choses-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens soient rassemblés sous une même, enfin, et aillent dans une même direction et qu'ils soient heureux. C'est des choses sur lesquelles on a des signaux très très positifs, puisqu'on a un NPS du coup de boîte avec auprès des employés qui est de 92, tu vois, sur 100. Donc les gens sont très très heureux chez nous. Mhm. Et la seconde chose, c'est qu'on gouverne beaucoup par la culture et par les objectifs, ce qui nous permet d'avoir des gens qu'on n'a pas besoin de fliquer. Et en fait, on n'a pas des enfants dans l'équipe, on a que des adultes, des gens qui sont hyper autonomes, matures et qui avancent vers leurs objectifs. Et on aime bien se voir en physique, mais pas pour travailler, tu vois. Quand on se voit en physique, c'est pour profiter ensemble parce qu'on se kiffe et faire des soirées, tu vois. On s'est vu la semaine dernière, on se voit tous les 3 mois pour faire un off-site et on va prendre des verres régulièrement. Donc, non, non, il y a plein d'initiatives, mais en soi, le physique, moi, ça me semble toujours bizarre et je pense que ça va le devenir de plus en plus dans l'opinion commune. Les gens qui Ouais. sont surpris, tu sais, quand il y a quelqu'un qui dit c'est en full remote avec le travail. Moi, je comprends pas pourquoi le physique est aussi imposé. En fait, tu dois aller au travail le matin, tu perds beaucoup de temps dans les transports. T'as une, enfin, ouais, d'un point de vue logique pur, tu vois, t'as peut-être des choses qui vont aller dans la faveur du physique, mais si tu crées une structure qui va bien pour le remote et que tu fais pas un truc moitié-moitié, genre typiquement physique, un peu de physique, un peu de remote, un truc sans identité, tu vas avoir des gens qui sont là exclusivement. Moi, j'ai plein de gens, demain, je passe la boîte en physique, je perds 80% des effectifs. Parce que les gens seront pas contents que ça passe en physique. Donc, c'est pour ça, tu vas chercher les bonnes personnes, ta boîte, elle va tourner et les gens vont être super heureux et c'est les nouvelles boîtes maintenant. On verra jusqu'où ça nous porte, peut-être que j'aurai un avis différent quand on sera 100. Mais pour l'instant, ça marche très bien. Mais t'es pas sûr que c'est quelque chose qui est peut-être lié à notre génération, à nous? Je sais pas, peut-être.
Nous, on est dans la vingtaine et les autres, peut-être, qui sont à, je sais pas, peut-être 35, 40, voire plus, ils ont toujours été habitués et on en voit des commentaires pour certains qui expriment clairement qu'ils souffrent du manque de ce contact de la machine à café. Ça, c'est pas quelque chose qui est propre à nous, ce full remote où on est complètement à l'aise et limite, on aimerait que ça continue comme ça après le Covid. C'est peut-être, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ok. Sur le fait que notre génération soit accrochée au remote ou au physique? J'ai pas compris du coup. Au remote, en fait, qu'on soit, en fait, que ça nous arrange, en fait, que ce soit complètement en remote. Moi, c'est pareil, quoi. Je me vois plus foutre mes pieds dans un bureau quelque part. Ouais, bah c'est ça. En fait, quand t'as goûté au remote, ça fait la même chose pour tout le monde. T'as pas envie de revenir au physique. Enfin, vraiment, quand t'as goûté au. Ça dépend. T'as plusieurs choses. Que t'as plein de gens qui ont envie de revenir en physique et que ça les saoule parce qu'ils ont plein de trucs à la maison, ils n'arrivent pas à bosser. Mais quand t'as goûté au remote et que t'as réussi à t'organiser en remote, donc t'as vraiment été dans une période, je sais pas, pendant 6 mois, t'es en remote chez toi, t'es obligé de t'organiser. Ensuite, on dit tu reviens au travail, tu commences à te demander mais pourquoi je reviens au travail? Quel est l'intérêt de revenir au travail? Euh, le seul truc, le seul gros problème du remote, et le truc sur lequel il faut travailler, il faut organiser toute ta culture de boîte pour ça, c'est la cohésion entre les gens. Parce qu'en fait, pour connaître des gens vraiment, pour vraiment développer du lien avec les gens, c'est impossible de le faire en visio. C'est pas possible, tu peux pas sentir les gens. L'être humain, il n'est pas fait comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut créer tous ces trucs-là et faire des jalons toute l'année, tu vois, où tu vas te retrouver, tu vas faire des trucs où les gens vont apprendre à se connaître et développer des liens. Mais ouais, je peux comprendre que les gens qui aient goûté, ça soit très dur pour eux parce que tu as l'impression de te faire imposer un truc qui a pas beaucoup de sens. Mais enfin, tu vois, t'as les avis. Enfin, je suis pas ancré sur mon avis du remote. Je suis prêt à changer d'avis. Je crois très fort dedans et je suis aussi très ouvert sur le fait que ça un jour ça fonctionne plus et je vais changer d'avis. Mais pour l'instant, ça marche très bien. Nice. Il y a quelque chose qui me fascine aussi dans, dans ta façon de communiquer. Tu vas me dire peut-être c'est cohérent, parce que tu as parlé de personal branding, d'entrepreneurs qui possèdent des marques. Pourquoi est-ce que, peut-être ça existe, hein, mais pourquoi est-ce que tu communiques pas sous Kudak, mais tu vas communiquer sur tes réseaux à chaque fois sous Théo Lyon? Quelle est la valeur ajoutée du fait de communiquer sur Théo Lyon par rapport à Kudak, qui est justement ta marque et où tu as intérêt justement à aller gonfler, je sais pas, l'audience, les personnes qui vous suivent pour davantage acquérir plus de clients? Ouais, bah écoute, c'est pour une raison très simple, c'est que ça progresse beaucoup plus vite une marque personnelle qu'une marque professionnelle. Une marque personnelle, c'est très, enfin, une marque de manière générale, c'est quoi? C'est à coller des valeurs, un sentiment envers une personne morale. Et c'est très très dur de le faire. Tu vois, ça prend des millions d'euros de budget publicitaire pour devenir un Coca-Cola, devenir un Nike. Par contre, tu peux le faire beaucoup plus facilement si tu es une personne. Tu peux développer une communauté qui est accrochée à ta personnalité, à ce que tu fais. Et en fait, moi, je l'ai surtout fait déjà, première chose, comme un facteur différenciant. Toutes les marques qui font la même chose que moi communiquent avec leur page d'entreprise. Il n'y en a pas beaucoup qui osent mettre leur gueule en jeu et vraiment, tu vois, se mettre en danger. Parce qu'en gros, moi, je mets pas juste ma boîte en danger, je mets ma gueule en danger. Demain, si Kudak se foire, c'est une foirade personnelle. Je veux dire, mon nom à tout jamais, il sera associé à Kudak et à mon échec. Donc ce truc-là, c'est normal. Du coup, je récolte. J'ai plus de risques, c'est toujours le même ratio. C'est exactement comme au poker. Tu chopes un multiple du risque que tu as pris en reward. Et donc moi, je chope un multiple plus important en termes de croissance parce que je prends plus de risques. Mais ça se trouve, je vais me situer du mauvais côté d'ici 6 mois, un an. Il y aura un scandale qui va me faire beaucoup de mal et qui va toucher du coup un scandale personnel qui va toucher toute une boîte parce que j'ai construit ma boîte sur ma marque personnelle. Et enfin, tu vois, par exemple, je dis un truc tout con, mais un balance ta startup Ouais. qui me toucherait uniquement moi, ça tue ma boîte. En fait, ça serait un truc terrible parce que ça va et ça me tue aussi personnellement. Je peux pas retrouver de travail, enfin, c'est infernal, je me fais salir ma réputation à tout jamais. Donc c'est des trucs terribles. Mais du coup, c'est parce que euh, je suis désolé, j'ai fait un anglicisme parce que j'ai toujours pas trouvé la traduction française de ce truc, mais ça s'appelle l'accountability. Ça veut dire en gros, je mets en jeu Non, ma c'est marque plus que personnelle responsable, et c'est je de m'engage, tu vois, je fais euh, des reports. porter les conséquences en fait c'est dur quand même de traduire en français. Mais en gros, ça veut dire que, Bah oui, c'est pas facile, mais en gros, par exemple, si tu es supposé, tu es accountable, par exemple, de faire des virements de salaire à tes collaborateurs, mais à la fin, si tu ne sais pas faire, les conséquences, peut-être juridiques, ben, c'est toi qui vas directement les subir, quoi. J'essaie de traduire, mais je pense que c'est dans ce sens-là. ouais. Je crois que c'est ça.
c'est qu'en gros, que tu vas assumer à 100% les conséquences de tes actes. Moi, je parle de tout sur YouTube, je suis hyper transparent. Ils savent que, et bah, enfin, en gros, si j'étais s'il y a une merde qui se passe, je suis obligé de la Mhm, déclarer, en fait. Ce truc-là. Je vais la déclarer. Ils voient que je parle de trucs, pas que des trucs positifs, des trucs aussi négatifs. Et ça donne de la confiance, mais aussi ça crée plus un risque, parce que je sais que ce truc de transparence, tout le monde dit, ah, je vais être transparent, je vais être transparent, mais vas-y, mais va être transparent quand ta boîte, elle fait moins 30% de chiffre d'affaires un mois-ci, ou alors que t'es déficitaire, ou des trucs comme ça, tu vas voir, là, c'est beaucoup plus dur. mhm. Et donc, c'est ce truc-là où, du coup, tu mets plus en jeu. Je suis prêt à prendre ce risque-là parce que bah, mon ego va très bien, j'en ai rien à foutre de ce que les gens commentent sous mes posts. Bah, parce que tu as aussi toute la haine dont on n'a pas parlé, mais tu mets en jeu ton image personnelle. Les gens te critiquent toi, ils critiquent pas ta boîte. Donc ça, c'est aussi beaucoup plus dur si tu as un petit peu d'ego et que tu vis mal la critique. Et donc ce truc-là, moi, c'est un prix que je suis prêt à payer et qui du coup apporte des rewards supplémentaires. Ouais, j'étais en train de poser la question de savoir, bah, il peut pas, c'est pas juste des bad trucs qui peuvent arriver. Donc, ça peut aussi être que tout se passe bien pour Kudak, tout fonctionne hyper bien et que tu décides de sortir du circuit, quoi. Tu décides bah, de vendre ta boîte, par exemple. Tu peux pas vendre ta boîte avec les réseaux sociaux qui portent ton nom, qui portent Théo Lion, quoi. Alors que si le contenu que Théo Lion avait fait, au nom de Kudak, bah, ça se revend plus facilement, et puis, tu as pas forcément ce poids. Je sais pas, ou peut-être c'est même possible que, l'acquéreur, il décide de reprendre ton nom, mais c'est un peu bizarre quand même que ton nom, Théo Lion, bah, qu'il soit complètement récupéré, que tu peux plus ouvrir des chaînes YouTube à ton nom, quoi. Je sais pas ce que tu en penses? Le truc, c'est que c'est un prix supplémentaire à payer. Et en effet, je me coince, moi, avec ces trucs-là. C'est des prix que je suis prêt à payer. Je me coince dans ma Mmh. boîte. Et je sais que bah, il y aura une partie qui va être, si jamais je veux le revendre, qui va être négative parce que c'est associé à ma gueule. Et que du coup, ils pourront pas racheter ma gueule. Ce sera impossible. Ou alors, ils vont devoir me Ouais. loquer dans la boîte, etc. Donc, c'est encore une fois des prix que je suis prêt à payer et qui font que la reward derrière est plus importante. Et que ça croît plus vite qu'une boîte simplement qui aurait cru par la prospection, etc. Mais qui est plus sécure. Moi, je mets beaucoup de choses en jeu. Je mets ma personne, je me Mmh. coince dans le business, je sais que ça va être plus compliqué de revendre. Et donc, du coup, ça, ces trucs-là, où en fait finalement pas l'univers mais en gros le marché me le rend en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement de boîte, etc. Il me récompense pour ce risque-là, mais encore une fois c'est un risque, tu vois, c'est un risque supplémentaire. Et donc par exemple je sais que pour la revente ce serait pas ouf, et donc je peux pas m'échapper du business. OK, OK, je crois que j'ai compris, l'explication où tu disais, bah, c'est un risque que tu es prêt à prendre et puis, bah, que, ça fait partie du game et puis, c'est un choix stratégique qui